Bonsoir, Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie en direct ce soir pour un nouveau numéro de Vision. On se retrouve ce soir au lieu du rendez-vous habituel, vous l'aurez compris, pour la diffusion, en raison de la diffusion demain du match amical qui opposera l'Algérie à la Mauritanie et sera diffusé donc à partir de 20h45. On vous propose ce soir une lecture politique de ce qui se préfigure dans la sphère électorale en pleine ébullition en prévision des législatives du 12 juin, entre espoir et expectative des uns, méfiance et désengagement des autres. La chose n'est pas encore tranchée, il faut le dire. Les pronostics électoraux vont bon train. Les candidats en lice sont nombreux à travailler au corps leur électorat avec une campagne de proximité plus visible sur le terrain. Cela suffira-t-il à convaincre les Algériens de se rendre aux urnes? On parlera ce soir également des enjeux et des résultats possibles de ce scrutin législatif post-Hirak, le premier donc après la révolution populaire du 22 février. Pour en parler, nous recevons ce soir Monsieur Mostafa Hadem, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être parmi nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Alors, une première question pour commencer. Donc, les Algériens auront à s'exprimer, je viens de le dire, sur un certain nombre, un nombre précis de listes électorales, 837 pour les indépendants, 646 pour celle des partis politiques. Est-ce que vous pensez déjà d'emblée que les Algériens arrivent à lire la cartographie électorale actuellement? Je pense que d'abord, il faut dire que nous sommes dans une période historique. Une période historique dans la mesure où le personnel politique et la classe politique algérienne, d'une manière générale, a été remise en cause, a été vilipendée par les uns. Ouais. Et une partie de cette classe politique s'est impliquée avec j'allais dire les régimes successifs, les gouvernements successifs, et elle a été huée, il faut le dire. Donc il y a nécessité d'un renouvellement de la classe politique. Il est difficile d'avoir une carte politique maintenant claire. Nous connaissons les partis politiques appelés de l'Alliance, et des partis politiques qui se sont réclamés, des partis politiques d'opposition, qu'ils soient ou non représentés, qu'ils furent ou non représentés dans les différentes assemblées populaires, qu'il s'agisse du Parlement ou des assemblées locales. Donc, est-ce que nous sommes à la veille de la naissance d'une nouvelle classe politique? Est-ce que nous sommes à la veille de l'apparition ou de la mise en exergue de nouveaux personnels politiques? Seuls les Algériens, par leur acte de voter, par leur participation, peuvent déterminer cela. Mais avant nous le saurons qu'au lendemain des élections. Et si les Algériennes et les Algériens décident qu'effectivement, le moment est venu de renouveler la classe politique. Le renouvellement de la classe politique n'est pas un objectif en soi. Il est un moyen pour aller vers un nouveau type de gouvernance, pour aller vers une gouvernance plus efficiente, plus efficace, pour aller vers le rétablissement de la confiance. Oui. Parce que le maître mot dans ces élections, c'est rétablir la confiance. Avant, oui, c'est bien, mais surtout permettre d'avoir des institutions élues d'une manière transparente, d'une manière propre, pour que ces dernières soient légitimes et crédibles. Et si on a des institutions légitimes et crédibles, ça serait un premier pas, un pas de géant. Dans la construction dans la construction, mais surtout dans le rétablissement de la confiance entre le gouvernement et les administrés, les gouvernés, les citoyennes et les citoyens. Mais pour répondre à ma question sur la lecture de la cartographie électorale, vous dites qu'elle n'est pas claire. Alors, si elle n'est pas encore établie, elle n'est pas claire, comment on veut que les Algériens puissent voter en étant convaincus de leur vote? On parle
depuis un moment d'un pluralisme sans réelle diversité dans la sphère politique. Aujourd'hui, il y a le retour du phénomène du nomadisme politique entre les partis. On sait certains candidats ne voulaient plus se présenter sous certaines bannières, donc ils se sont réfugiés dans les listes indépendantes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cela? Vous savez, à la différence des référendums, les élections où il y a un mandat en jeu font appel à des ressorts sociétaux plus qu'à des ressorts politiques. Ce n'est pas autant les idéologies qui comptent, même si les programmes politiques, économiques des partis politiques peuvent avoir une influence. Il faut dire que dans les élections, pour des mandats, que ce soit un mandat national ou un mandat local, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de cause. L'appartenance tribale, la famille, l'honorabilité du candidat. Est-ce que le candidat est connu? Est-ce que le candidat a une histoire? Un ancrage politique. Est-ce qu'il a un ancrage politique? Vous savez, dans notre pays, on ne peut pas parler de bassins électoraux, disant, comme c'est le cas dans d'autres pays, on dit que c'est un bassin électoral de gauche ou de droite ou d'extrême droite. Chez nous, j'allais dire, c'est beaucoup plus fin que cela. Ça obéit à d'autres considérations. Je vous donne un exemple. Vous avez des personnes qui ont été élues pour un premier mandat sous une bannière politique, un parti politique. Et ce parti politique, pour les élections qui sont venues après, n'a pas jugé utile de le mettre sur la liste. Il va dans un autre parti politique. C'est ce que vous appeliez tout à l'heure le nomadisme politique. Et il se trouve qu'il est élu. Il quitte son deuxième parti pour se présenter en qualité d'indépendant et il a de fortes chances d'être élu. Est-ce qu'on peut parler de renouvellement à ce moment-là, si ce sont les mêmes personnes C'est pour cela que je vous disais, la balle est dans le camp des Algériens et des Algériennes. Pourquoi? Le nouveau mode électoral, ce n'est plus la liste qui est élue. C'est des personnes au sein de la liste. Et elle est là la différence. Mais bien sûr, vous avez des listes électorales où vous avez un mélange, si vous voulez, d'anciennes figures de la classe politique et vous avez des jeunes, des hommes et des femmes bardés de diplômes, pour quelques-uns et quelques-unes avec une expérience politique, avec un engagement politique ou associatif. Il appartient à nos électeurs de faire le choix idoine. Parce que l'avantage de ce nouveau mode, avant, il y avait le tête de liste qui pouvait être tête de liste de plusieurs manières, soit parce qu'il a constitué lui-même sa propre liste en tant qu'indépendant, soit parce qu'il a payé, c'est ce que nous avons appelé pendant longtemps les assemblées de Shkara, où l'argent sale est rentré en ligne de cause. Nous avons vu des gens acheter la première place auprès de chefs de partis politiques. Ce nouveau mode de scrutin a fait que les Algériens et les Algériennes savaient que d'une manière ou d'une autre, s'ils votent pour cette liste, c'est le premier ou le deuxième en fonction du nombre de Donc c'était joué d'avance, en fait. C'était joué d'avance. Ouais. Alors que maintenant, vous avez dans la même liste des hommes et des femmes qui, pour quelques-uns, ont une expérience politique ou furent des grandes figures, des figures de la classe politique qui a survécu et qui était là depuis des années, pour quelques-uns depuis des décennies. Et il y a eu un phénomène qu'il faut relever. Il y a eu ce phénomène d'un certain nombre de figures de la politique algérienne qui ont voulu faire aussi un travail, j'allais dire, d'héritage. Et là, je suis très gentil pour ne pas dire autre chose. Il y a des gens qui ont ramené leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est pas interdit par la loi. Hein. C'est pas interdit par la loi, mais vous savez, il n'y a pas que la loi dans les élections, madame. Il y a la morale. Il y a l'éthique. Il y a l'éthique.
il y a l'éthique. Quand vous ramenez, quand c'est votre fils ou votre neveu et qu'il est un militant, qu'il est connu pour ses engagements, que les Algériennes et les Algériens le connaissent, oui, mais parce qu'il a un nom, cela heurte les Algériens, cela heurte les électeurs. Donc je disais, il appartient maintenant à nos concitoyens et à nos concitoyennes de choisir le meilleur. Il n'y a que les Algériens qui peuvent garantir 3 choses. La première, il n'y a que les Algériens en participant qui peuvent garantir la transparence des élections, qui peuvent garantir en deuxième lieu la crédibilité du scrutin, mais surtout qui peuvent assurer et garantir le renouvellement de la classe politique dans notre pays. Alors justement, je voudrais rebondir sur ces 3 points précisément, puisque les Algériens, et c'est une tendance qui se confirme depuis, en tout cas pour les législatives, depuis au moins 2012, les Algériens votent de moins en moins, sans parler des dernières consultations présidentielles puis référendaires, avec pour le référendum sur la Constitution, ce taux de participation qui a été assumé pour la première fois dans l'histoire des scrutins électoraux en Algérie, référendaire en tout cas. Comment cette tendance pourrait s'inverser aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des outils qui permettent justement de prédire une participation plus importante aujourd'hui ou pas? Avant cela, je voudrais dire 2 remarques. La première, c'est que dans notre pays, on a eu des élections à la naïjelaine depuis l'indépendance. C'est-à-dire qu'on a eu des chiffres staliniens de 95% dans le meilleur des cas, si ce n'est pas 99,99%. Et on a vu, lors d'une élection présidentielle, un taux de 102%, parce que ceux qui ont trafiqué n'ont pas su calculer. Donc, il est très difficile maintenant, dès lors qu'on a eu un passif d'élections trafiquées, pas transparentes, de dire est-ce que les Algériens ont participé lors de ces élections où on a eu des chiffres brejneviens ou pas. Nous n'avons pas, j'allais dire, de tableau de bord. Le seul tableau de bord que nous avons, c'est les élections, c'est le référendum avec un taux avoisinant 24%. Donc c'est la référence aujourd'hui pour nous? Pour nous, c'est la référence pour 2 choses. C'est d'abord la référence parce que pour une fois, les résultats n'ont pas été trafiqués. Alors que tous ceux qui connaissent le fonctionnement des élections, ils savent qu'il est plus facile de trafiquer un référendum puisqu'il n'y a pas de mandat en jeu et que personne ne va aller devant les tribunaux pour contester. Oui. Et cela n'a pas été fait. La deuxième chose, c'est que l'ANI, l'autorité, a eu le courage de donner les véritables chiffres, oui, mais aussi de donner même les wilayats où les gens ont voté contre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une avancée. Oui, bon, on ne peut pas changer en 2 élections des coutumes, des us, des traditions, entre guillemets, où le trafic électoral est devenu, j'allais dire, une pratique quasi normale dans le fonctionnement des institutions algériennes. On ne peut pas changer aussi rapidement. Mais le fait est là qu'il y a un pas, que l'ANI, alors que pour les référendums, comme je disais, personne ne va vous demander pourquoi vous avez gonflé les chiffres, puisqu'il n'y a pas de mandat au jeu. Mais vous dites vous-même, M. Mustapha Haddem, que même si on devrait capitaliser aujourd'hui cet acquis, ce pas en avant, notamment lors de la consultation référendaire, qu'il ne faut pas non plus comparer une consultation ou un référendum à la mécanique d'une élection législative. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction là-dedans? Non, il n'y a pas de contradiction. J'essaie de vous dire qu'on ne peut pas comparer avec les autres législatives. Tout le monde se rappelle que la dernière législature a été condamnée par la Vox Populi comme étant la législature Tachkara. Par rapport au référendum. On se rappelle que pendant ces élections, il y a eu de l'argent sale, les gens ont acheté des voix et nous avons assisté à toutes les formes de déviance et de déviation que peut connaître une élection. Donc on n'a pas le seul pour l'instant, le seul
paramètre que nous avons, c'est celui du référendum. Néanmoins, comme je disais au début de cette élection, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de cause et d'autres ressorts sociétaux, sociologiques, qui rentrent en ligne de cause, beaucoup plus complexe, oui, quand il s'agit de mandats. Vous savez, il n'y a aucun président de parti, encore moins des militants, qui se sont, pardonnez-moi l'expression, mouillés la chemise pour le référendum. Mais quand il s'agit d'un mandat que vise le candidat lui-même, ou que le parti veut avoir un groupe parlementaire, bien sûr qu'il y a un travail de proximité qui est fait. Nous avons assisté, en dépit de quelques écarts sur lesquels, si vous voulez, nous allons y revenir, tout à l'heure, oui, mais nous avons assisté à une campagne électorale offensive où les candidats ont fait un travail de proximité auprès de leur famille, auprès de leur douane, auprès de leur quartier, et les partis politiques sont sortis, du moins les partis qui ont décidé de participer, sont sortis sur le terrain et ils ont fortement exposé leur programme politique, leur désir de changement, parce qu'il y a un leitmotiv, il y a un mot qui revient beaucoup depuis maintenant le 22 février, c'est la nécessité d'un changement. Mais si tout le monde est d'accord sur la nécessité d'un changement, comment y parvenir, comment y arriver sans exposer le pays à des risques majeurs? Et là, il y a un débat politique. Alors, vraiment rapidement sur l'enjeu aujourd'hui de ces élections, parce qu'on s'y perd un peu pour les observateurs de la sphère politique. Est-ce que l'enjeu principal réside dans le taux de participation? Est-ce que c'est la priorité aujourd'hui pour la réussite de ce scrutin? La probité du scrutin aussi, on en a parlé, ou le renouvellement de la société politique, ou c'est tout ça en même temps? Je pense que c'est lié. Chaque point est lié. Mais la priorité? La priorité, c'est de donner encore des gages. Quoique la loi organique relative aux élections a donné suffisamment de gages sur la transparence du scrutin, le jour du scrutin, et nous avons vu l'ANI agir même lors de la préparation de la confection des listes, et nous avons vu que l'ANI a montrer sa bonne foi en mettant à la disposition des candidats et des partis les listes électorales. Donc c'est un pas qui a été fait. Mais est-ce suffisant? Je ne le crois pas. Je pense qu'il faut donner encore un maximum de gages sur... ça veut dire que d'abord, au niveau de la campagne électorale, que l'ANI intervienne à chaque fois qu'il y a eu des dépassements, et des dépassements il y a eu. J'ai eu à le relever ici, dans votre chaîne et ailleurs, j'ai eu à dire qu'il y a ce retour à l'instrumentalisation de la religion. Je trouve que c'est une horreur. D'abord, avant, nous étions habitués à ce que ce soit les partis politiques dits islamistes qui usent de ce subterfuge. Maintenant, nous voyons même d'autres partis politiques qui, d'apparence laïque, utilisent la religion. La religion, l'utiliser en politique, c'est toucher d'abord à la sacralité de la religion. La religion doit être placée au-dessus du jeu politique. Le jeu politique a ses règles. Il a ses règles d'éthique, il a ses règles de déontologie qui n'ont rien à voir avec la religion. Est-ce que ça pourrait indiquer un manque de consistance dans les programmes, ce type de manœuvre qu'on a connu par le passé, justement, aller vers des domaines de compétences qui n'ont rien à voir avec la politique? On a vu même le sélectionneur national s'offusquer de ce type de comportement par rapport à certains candidats qui ont utilisé son nom, ou en tout cas parlé de football, pour donner justement de la consistance à leur programme. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? D'abord, la religion, c'est un cran en dessus.
que d'exploiter le nom d'un joueur que nous aimons beaucoup, Mahrez, et d'en faire un moudjahed, ou alors d'utiliser l'image du sélectionneur national. Mais la religion, c'est un cran supérieur. La religion relève, elle fait partie intégrante du socle constitutif de la nation algérienne et de la société algérienne. L'islam est dans le cœur de tous les Algériens. Il est au cœur de leur dévotion, il est au cœur de la solidarité sociale, mais qui doit être placé en dehors du jeu politique. Il y a une loi qui interdit l'instrumentalisation de la religion. C'est ce que j'allais vous dire. Nous sommes dans un scrutin. Donc c'est d'abord un débat de loi. Et la Constitution et la loi organique relative aux élections interdisent l'utilisation des symboles, et le premier de ces symboles, c'est la religion. Oui. C'est porter atteinte à la sacralité de la religion. Ceci d'une part. Est-ce que cela dénote qu'il y a moins de consistance dans le discours politique et dans le discours économique, dans le programme économique? Certainement. Mais aussi, c'est le moyen qu'ont trouvé un certain nombre de partis pour parler au cœur des Algériens. Ouais. Nous avons... ça touche l'affect des Algériens. Oui, ça touche l'affect, et c'est une forme de manipulation des électeurs. Nous avons assisté, il y a de cela une trentaine d'années, à des partis politiques qui ont promis le paradis à ceux qui vont voter pour eux. Nous avons vu ce type de discours revenir tout récemment en disant que l'Algérie a 1,5 million de shahids. Si chaque shahid se porte garant pour 70 000 Algériens, on va faire rentrer au paradis tous les Algériens et une partie de l'Afrique. Je trouve que c'est d'abord insulter l'intelligence des Algériens, toucher à la sacralité de la religion, mais plus grave encore, toucher à l'essence même de ce que nous voulons faire, aller vers une société moderne, aller vers un renouvellement de la société politique algérienne et aller vers la modernité à travers une bonne gouvernance. Et une bonne gouvernance ne peut se faire, madame, qu'à travers des institutions qui sont légitimes, oui, crédibles, mais surtout crédibles, qui peuvent parler au nom des Algériennes et des Algériens. Et ce n'est pas en usant de subterfuges comme cela. Vous savez, il n'y a aucune différence à utiliser la religion ou à acheter 300 sacs de semoule et les distribuer dans un village où nous savons que le taux de pauvreté est important pour que les gens votent pour vous. Il y a un minimum d'éthique. Oui. Alors, justement, et cela ne favorise pas que les Algériens qui sont intelligents viennent voter. Oui. Ils vous disent, tant que des pratiques comme celle-ci ne sont pas sanctionnées, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Donc, je dis que l'ANI, qui a démontré... C'était l'objet de ma question. Est-ce que vous pensez que l'ANI a joué son rôle pour recadrer justement et éviter ces dérapages, j'allais dire, ces déclarations farfelues? On a vu que même certains chefs de parti s'exprimaient plus comme des candidats à la présidentielle expliquant un programme d'un parti qui allait donc qui pourrait investir l'Assemblée nationale, l'Assemblée populaire nationale. Est-ce que l'ANI a, dans cette campagne électorale dont il ne reste qu'une semaine, la dernière, est-ce qu'elle a joué ce rôle de régulateur, j'allais dire, si vous me permettez l'expression? Dans votre question, il y a en réalité 3 questions. Je vais y répondre et je vais laisser la dernière question sur le rôle de l'ANI à la fin. D'abord, pour les présidents de parti, nous sommes dans des questions de posture. Il y a ceux qui se projettent pour des élections présidentielles. Mais il y a aussi, chez les candidats, un certain nombre de candidats qui promettent monts et merveilles à leurs électeurs. Qui ne sont pas du domaine de compétence d'un député parlementaire. Qui ne relèvent pas du tout de la compétence. C'est pour cela qu'il faut toujours rappeler que le Parlement a pour vocation, a pour prérogative d'abord de légiférer. Oui. Deuxièmement, de suivre et de contrôler l'action du gouvernement, l'action de l'exécutif, et de 3, d'être à l'écoute de la société et d'instaurer en son sein des commissions d'enquête sur des faits
gravissimes, qu'ils soient politiques ou économiques, ou sur des faits sociétaux. Donc, ceci étant dit... La réactivation, pardonnez-moi, j'ouvre cette parenthèse puisque vous en parlez, la réactivation des commissions d'enquête au niveau du Parlement, cela aussi, ça fera partie des défis, enfin des choses qui ont été un peu vidées de leur sens. Vous savez, un Parlement qui ne prend pas ses responsabilités pour désigner en son sein des commissions d'enquête sur des faits graves, pas tous les faits, mais sur des faits graves, ou sur des questions sociétales importantes. La peine de mort est une question sociétale importante. Il appartient au Parlement de s'en saisir. Les sévices, les crimes et les sévices commis ces derniers temps contre les enfants et contre les femmes. Nous n'avons pas vu l'ancienne législature s'accaparer, prendre en charge à bras-le-corps ces questions-là graves pour l'avenir de la société algérienne et pour l'avenir de notre pays. Donc, ce sont là les prérogatives. Il ne faut pas promettre aux gens que vous allez leur ramener un lycée, je l'ai dit ailleurs aussi, je le répète, de ramener un lycée alors qu'un lycée obéit à la carte pédagogique nationale ou un hôpital alors qu'il obéit à la carte de santé. Et nous savons que nous sommes un pays encore très très centraliste où les décisions se prennent au niveau central. Donc, il faut que les candidats, y compris les partis politiques, les candidats, y compris les présidents de partis politiques, se limitent pour les 10 jours à venir, pour les 8 jours qui nous restent dans la campagne électorale, puisqu'on est un peu plus qu'à mi-chemin de la fin de la campagne électorale, reviennent à des questions aussi importantes. Cela donnera de la crédibilité au scrutin. Cela participera à aider les hésitants, ceux qui hésitent, non pas ceux qui ont des opinions tranchées sur les questions, sur la participation ou la non-participation, pour des raisons qui les concernent, d'ordre idéologique ou de tout ordre. Mais pour ce qu'on appelle la majorité silencieuse, les personnes hésitantes, il faudrait que les candidats et les présidents de partis, quand il s'agit de partis, et les membres des listes indépendantes puissent expliquer, puissent connaître eux-mêmes, savoir quelles sont leurs prérogatives demain au Parlement, mais aussi prendre des engagements vrais et respectueux de l'intelligence des Algériens. Pour le côté Maintenant de l'ANI, Maintenant pour l'ANI. L'ANI nous a agréablement surpris au lendemain des élections du référendum. Nous avons vu une autorité qui a eu le courage de donner les chiffres, les taux, les véritables taux, et de dire aussi qu'il y a des wilayats qui ont voté contre. Mais le silence de l'ANI lors de la campagne électorale est dangereux à plus d'un titre. Il est dangereux dans la mesure où, vous savez, quand vous ne rappelez pas à l'ordre une personne qui transgresse la loi, il risque encore de la transgresser plus et d'abuser, et plus grave encore, d'aller vers des déclarations qui peuvent s'avérer dangereuses pour la cohésion sociale et pour la stabilité du pays. Donc les rappels à l'ordre sont nécessaires et ces rappels à l'ordre doivent être portés à la connaissance de l'opinion publique à travers les médias. Oui. Première chose. Deuxième chose, il y a ce qui relève de la loi et à ce moment-là, l'ANI est tenue. Elle est tenue d'intervenir. L'utilisation de la religion, l'utilisation des particularismes ethniques ou culturels, l'utilisation d'un certain nombre de symboles. On n'utilise pas le nom d'un shahid. Oui. C'est sacré et ça relève... il n'a pas la sacralité de la religion, mais ça relève du sacré. Nos shahids sont sacrés pour nous. Donc, il faudrait que les mesures soient prises et qu'elles soient portées
à l'opinion publique par le biais des médias. Est-ce que ça ne dénote pas justement peut-être de la difficulté supplémentaire par rapport à la consultation référendaire qu'avait géré l'ANI, qu'avait plus ou moins bien géré l'ANI, en tout cas c'est ce qui a été dit dans différentes tribunes médiatiques. Est-ce que pour les législatives, l'exercice est différent? On a vu certains partis contester certaines étapes de la préparation de la campagne. Le président de l'ANI, Mohamed Charfi, qui avait reçu certains partis contestataires. On sent que l'exercice est plus fastidieux cette fois-ci pour l'ANI. Il est au-delà de fastidieux, il est plus difficile. Il faut appeler les choses par leur nom. Il est plus difficile. Pourquoi? Pour des raisons objectives. Il y a des mandats en jeu. Oui. Il y a des mandats pour les candidats eux-mêmes et il y a la place sur l'échiquier politique pour les partis. Oui. Un parti qui aura, à l'issue des élections, un groupe parlementaire de 70, 200 ou 250 députés aura plus de place sur l'échiquier politique. Mais c'est en même temps un test de crédibilité Vous savez, les enjeux sont importants. Vous savez, avec la nouvelle constitution, si un parti a la majorité, ou bien si un groupe de partis peuvent constituer par une coalition et par une alliance une majorité, ils auront la gestion du pays. Et il ne restera au président de la République qu'à nommer le chef du gouvernement, si il y a une majorité qui se dégage. Oui. Et le président, les prérogatives du président de la République à ce moment-là seront les prérogatives constitutionnelles il décide, il conduit la politique étrangère, décide et conduit la politique de défense nationale. Maintenant, s'il y a, comme je le pense personnellement, nous allons avoir une mosaïque au sein de l'Assemblée, il y aura un Premier ministre. Mais nous parlions au début de cette émission du renouvellement du personnel politique. Quand on parle du renouvellement du personnel politique, passez-moi cette expression, ce n'est pas uniquement de nouvelles têtes, non, mais c'est aussi demain quels sont les partis politiques qui vont être plus présents. Quels sont les partis? Vous savez, depuis l'indépendance, nous avons eu le FLN, le RND, oui. Quelques partis islamistes. Alors, qui n'ont pas cédé du terrain, monsieur. Oui, bien sûr. Puisque vous abordez la question. Ils ont leur électorat. Ils sont revenus même en force. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser? Est-ce qu'on peut penser qu'il pourrait y avoir ce renouvellement de la sphère politique avec le retour en force des partis, dits partis d'appareil, comme on les appelle, le boycott des partis d'opposition, des principaux partis d'opposition, avec les ancrages politiques qu'on leur connaît. À quoi on peut s'attendre aujourd'hui? Vous savez, l'Algérie, c'est pas les salons d'Alger. Alger et les grandes métropoles de province, Oran, Constantine, Annaba, ne sont pas représentatives complètement de l'Algérie profonde. Il y a, dans notre pays, il y a des partis politiques qui se sont créés, non pas un bassin électoral, mais des réseaux. Vous savez, les élections, ça fonctionne comme ça. Y compris à l'étranger. Mais bien sûr, c'est une affaire de réseau. Moi, je me rappelle d'une élection présidentielle où un président de gauche a choisi qui des deux candidats de droite allait le remplacer. Il s'agit de François Mitterrand, qui avait opté pour Chirac au lieu de Balladur. Vous savez, c'est une question de réseau. Maintenant, est-ce que le FLN et le RND ont gardé le réseau? Oui, c'est l'objet de ma question. Les élections nous le diront. Mais si c'est le cas, M. Mostafa Hatem. Si c'est le cas, il y aura des voix qui diront que, encore une fois, le régime a favorisé. Bon, je vais vous dire, tôt ou tard, la réalité se saura. Vous savez, on peut pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas cacher dans notre pays. Alors surtout dans notre pays, on peut pas cacher s'il y a eu effectivement trafic des élections. Ça se saura et il y aura, croyez-moi, beaucoup de preuves pour cela. Ouais. Mais si les élections se passent proprement et que des partis qui n'ont pas voulu participer s'aperçoivent en fin de parcours qu'ils ont eu tort de ne pas participer et qu'ils crient au trafic
et qu'ils ne peuvent pas apporter la moindre preuve, ni devant les tribunaux, ni devant l'opinion publique. Ils ne feront que se discréditer encore plus. Mais je dis que dans notre pays et dans les autres pays où j'ai eu personnellement à suivre des scrutins, c'est une question de réseau. C'est une question de réseau. Mais alors, qu'est-ce qui va créer aujourd'hui cette dynamique de changement? En tout cas, dynamique, je dis dynamique parce que nous le savons, ce n'est pas cette future législature qui va apporter toutes les réponses attendues et espérées. C'est une première étape, comme l'ont souvent dit notamment les autorités. Le président de la République l'a dit lui-même. C'est une première étape dans la construction d'un État de droit, d'un État démocratique. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui va créer cette dynamique de changement, de renouvellement du personnel politique? Est-ce que c'est la présence en force des listes, des indépendants, en tout cas, qui veulent créer l'événement? On les a vus sur le terrain, plus offensifs. Ils veulent créer, je le disais, l'événement justement politique, mais sans ancrage politique. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose là aussi? Madame, j'ai la même réponse à chaque fois qu'on me pose cette question sur ce plateau et d'autres. Les seuls qui peuvent changer la donne en Algérie, c'est les Algériennes et les Algériens en votant et en choisissant. Maintenant, vous allez me dire que est-ce que les listes électorales feront la différence? Les listes indépendantes. Les listes indépendantes feront la différence. À titre personnel, je considère que la politique est une affaire de pouvoir et de partis politiques. Les partis politiques sont les partenaires politiques des institutions. Quand je dis le pouvoir, je parle des institutions. Et la société civile, en plus de son rôle en tant qu'organisation non gouvernementale ou association sur des créneaux bien déterminés, peut apporter un plus au débat politique. Elle peut constituer un moyen de pression sur les politiques pour les orienter vers un objectif ou un autre. Ils peuvent bien sûr participer par le biais des listes indépendantes. L'enjeu est le suivant. Si les Algériennes et les Algériens décident de voter, et qu'ils votent maintenant, ce n'est plus le vote par liste, qu'ils choisissent de voter sur des noms, ceux qui voteront décideront d'envoyer sous l'hémicycle de nouveaux visages, mais aussi de nouvelles mœurs. Politiques. Oui, de nouveaux visages, mais aussi de nouvelles mœurs politiques. Les mœurs politiques, c'est un problème de sédimentation. Ça ne se décide pas par une simple décision politique, fût-elle prise au plus haut niveau, ni par un décret, ni par un texte de loi, ni par une loi organique. C'est un travail qui se fait progressivement dans le temps. Les électeurs qui ont l'habitude de monnayer leur voix et la voix de leur famille, oui, ou de leur douar ou de leur arche, continueront pour quelques-uns à le faire jusqu'au jour où ils vont s'apercevoir que c'est dangereux pour eux. Alors, cela risque de se retourner contre eux. Vous dites qu'un Parlement mal élu ne serait pas bon pour nous, particulièrement en cette conjoncture de crise politique, encore non résolue, économique. L'implication à ce moment-là des citoyens, donc des Algériens en l'occurrence, des Algériens aussi de l'étranger, on peut aussi en parler. Il y a un électorat à l'étranger. Faire la différence fait partie de l'équation ou du problème, et c'est une sorte de responsabilité ou de devoir partagé avec la classe politique, c'est-à-dire que l'Algérien aujourd'hui, en s'impliquant dans les scrutins électoraux, fait avancer ce processus démocratique ou fait qu'il l'immobilise complètement. Vous savez, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Il y a des gens qui vous disent « je ne participe pas aux élections parce que les élections sont organisées par le pouvoir ». Oui, truquées. Le pouvoir. Oui. Et par essence, par définition, ces élections sont trafiquées. Or, il se trouve que contrairement à d'autres élections, moi j'ai toujours appelé les gens qui tiennent ce discours à aller lire la loi organique relative aux élections.
et suivre toutes les mesures et toutes les dispositions qui sont prises au niveau de l'ANI. En dépit de ce que j'ai dit tout à l'heure et que je ne renie pas, l'ANI doit jouer encore un rôle plus offensif parce qu'il est plus offensif, plus pertinent parce qu'il y va de la crédibilité du scrutin par voie de conséquence, de la crédibilité du Parlement de demain. Mais décider comme ça que les élections ne sont pas propres, on ne le sait pas. Si vous avez un taux de participation réel de 70-75%, il ne restera pas grand-chose à ceux qui veulent trafiquer. Quand vous savez que chaque parti, chaque liste a le droit de se faire représenter au niveau du bureau de vote, et quand elle ne peut pas le faire, elle le fait, parce que pas plus de 5, elle le fait en coalition avec d'autres listes en lice, qu'il s'agit de listes indépendantes ou de listes partisanes. Quand on sait qu'à la fin du dépouillement, vous prenez une copie certifiée par le président du bureau de vote et que celle-ci est une preuve devant les tribunaux administratifs et que par rapport aux autres scrutins, les tribunaux administratifs sont plus étoffés, ils sont présents partout sur le territoire national. Et que le Conseil d'État a démontré qu'il pouvait jouer son rôle sans intervention de l'exécutif. Nous avons vu des listes et des candidats qui ont été rejetés par l'ANI et qui ont été remis par les tribunaux administratifs. Et même quand l'ANI s'est porté à interjeter appel auprès du Conseil d'État, le Conseil d'État avait maintenu ces personnes parce qu'ils ont été éloignés sans raison valable. Donc il y a eu déjà une évolution. Et croyez-moi, les magistrats algériens, les conseillers des tribunaux administratifs et du Conseil d'État ne voudront pas perdre leur crédibilité en tant que personne et en tant que corporation. Donc on ne peut pas juger tout de suite que les jeux sont faits. Non, les jeux ne sont pas faits. Par rapport à la communauté à l'étranger, un mot sur sa participation. Est-ce que vous pensez que d'abord les Algériens de l'étranger sont intéressés par ce scrutin? Est-ce que vous, en tant qu'observateur, vous savez, les Algériens de l'étranger, comme les Algériens résidant de l'intérieur du pays, ont toujours très peu voté et souvent ils ont voté pour eux. Donc le phénomène de fraude électorale a concerné aussi bien l'intérieur que la diaspora. Maintenant, il y a au sein de la diaspora un débat important sur les évolutions politiques que connaît le pays, mais c'est surtout sur les dangers que connaît le pays. Il y a eu tout récemment un certain nombre de décisions qui relèvent de règles commerciales, qui relèvent d'entreprises et que des gens ont tenté, malheureusement, de leur donner, j'allais dire, une dimension politique. Le problème du prix du billet d'Air Algérie est un problème commercial qui n'a rien à voir avec la politique. Et là, je pense que aussi bien les autorités dans notre pays doivent faire un effort supplémentaire en termes de communication institutionnelle pour expliquer qu'il y a un problème qui est limité dans le temps, celui de l'ouverture progressive des élections, des frontières, mais surtout celui du prix du billet d'Air Algérie, qui est un prix prohibitif, sur la mise en œuvre de la décision du Conseil des ministres qui a parlé de l'ouverture progressive, mais malheureusement, cette histoire de Pâques ou de faire payer des gens pendant 5 jours dans un hôtel, alors qu'il y a d'autres solutions qui existent ailleurs, celui de la sensibilisation, celui interdisant à la personne de quitter le foyer qui va le recevoir en Algérie pendant 5 jours. Vous pensez qu'il y a eu une manipulation autour de cette batterie de mesures Mais bien sûr qu'il y a une manipulation. Pour la réouverture des frontières. Je vais vous dire, si les frontières n'ont pas été réouvertes avant les élections, les gens diront, voici, ils ont fait un blackout sur le pays pour le couper du reste du monde.
Maintenant qu'on ouvre d'une manière progressive pour des raisons scientifiques défendables, pour des raisons médicales, pour des raisons liées aux mesures de protection dans le cadre de la pandémie qui sont défendables. Oui. Mais malheureusement, il y a eu des problèmes de gestion de cette décision. Et les gens, il y a des gens, je vous ai dit, deux types de personnes. Il y a des citoyens algériens dans notre diaspora qui se sentent lésés, qui se sentent presque rejetés. Justement, est-ce que la diaspora pourrait réagir à ces mesures ou à ces manipulations, tout dépend de là où on se place, justement faire un vote sanction, justement considérant ces éléments, ou plutôt participer et faire entendre leur voix? Il y a deux réactions possibles. Non, moi je vous dis, d'abord, il faudrait que Elani et les pouvoirs publics fassent un effort en termes de communication institutionnelle pour dire, en direction de notre diaspora, en disant que le problème de la réouverture des frontières est une question qui est limitée dans le temps. Oui. Et que les élections pour le Parlement, c'est la construction de l'Algérie de demain, c'est le choix des représentants de la diaspora pour les 5 prochaines années. Oui. Et il faut que les gens soient choisis, que les gens choisissent les meilleurs pour qu'ils défendent notre diaspora qui a énormément de problèmes et qui a des problèmes qui ne sont pas liés uniquement à ces problèmes de prix de billets d'avion, qui est un problème commercial qui doit trouver la solution avec les gouvernements, le prochain gouvernement, y compris par le Sky Open, par l'ouverture du ciel algérien avec des conditionnalités. Le transport de voyageurs ne relève pas de la souveraineté nationale, madame. Hein. Le transport des voyageurs, qu'il soit aérien ou maritime, c'est une activité commerciale. Même si vous avez une entreprise qui bat pavillon algérien, c'est bon de l'avoir pour le prestige, mais il faut chercher d'abord à faire baisser le prix du billet pour permettre une plus grande fluidité dans la circulation entre l'étranger et l'Algérie, notamment pour notre diaspora. Tout ça dépendra bien sûr des conditions sanitaires, évidemment. Mais bien sûr, là c'est limité, c'est le Covid. Oui. Mais il ne faut pas tomber dans le panneau, pardonnez-moi l'expression, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Oui. Il ne faut pas tomber dans cette khalta entre ce qui est limité dans le temps, c'est une pandémie, une ouverture progressive des frontières. On a parlé même de rejet de la diaspora. Les mots ont été très durs et ont été ressentis au sein de la diaspora. Donc l'amalgame était voulu. Oui, mais il faut éviter cet amalgame. Et cet amalgame ne peut être évité que de deux manières. Que par une communication institutionnelle qui soit claire, et puis en luttant, il faut appeler les choses par leur nom, en luttant pour les gens qui veulent déstabiliser l'Algérie. Oui. Quel que soit, qu'ils soient algériens ou non. Vous savez qu'il y a des pays, qu'il y a des entités qui veulent la destruction de l'Algérie. Et parmi ces entités, il y a ceux qui sont installés tout à côté de chez nous, dans un pays voisin, dans un pays frère, parce que les Marocains sont nos frères. Je n'ai jamais fait d'amalgame entre le Makhzen et le peuple marocain. Nous sommes un même peuple, ethniquement parlant, culturellement parlant, tout ce que vous voulez. Mais le Makhzen, c'est autre chose. C'est le Makhzen qui a ramené à nos frontières l'entité sioniste et les services du Mossad qui ne veulent pas de bien pour notre pays. On va terminer sur une question, M. Mostafa Hadem. Il nous reste moins de 5 minutes pour parler des défis du prochain Parlement. Assez rapidement, on sait qu'ils sont nombreux, avec la priorité, bien sûr, de rétablir la crédibilité. Je pense que c'est un petit peu la priorité de la prochaine législature. Mais quels sont pour vous aussi les défis, tout simplement, que devront relever les prochains députés parlementaires? Je pense d'abord qu'il faut que ces prochains parlementaires apprennent qu'il faut légiférer et qu'ils doivent proposer des lois. S'ils sont effectivement représentatifs, ils doivent présenter des projets de loi. Depuis la première législature, c'est toujours l'exécutif qui a envoyé des textes de loi
des projets de loi au Donc Parlement. l'action législative plus Elle n'a jamais fait pertinente. ce qui a fait dire à beaucoup de commentateurs, beaucoup de vos collègues journalistes et beaucoup d'observateurs politiques que l'Assemblée dans notre pays, c'est une caisse de résonance. Oui. Bien. La première chose, ils doivent apprendre à légiférer. Apprendre à dire non à l'exécutif quand l'exécutif a tort. Apprendre à rejeter des lois quand ces lois ne sont pas dans l'intérêt de tous les Algériens. Oui. Et que c'est des lois qui peuvent être dans l'intérêt d'une caste. Nous l'avons vu avec l'oligarchie. Il y a eu beaucoup de textes de loi qui ont servi des gens à accroître leur patrimoine. Pour l'essentiel d'entre eux sont en prison. À voler l'argent des Algériens, à délapider, et pour d'autres, ceux qui avaient des fonctions, à délapider l'argent public. D'abord, Rapidement, monsieur faire des lois, contrôler véritablement l'action du gouvernement. Du gouvernement, oui. Un parlementaire ne doit pas dépendre d'un ministre. C'est le ministre qui doit sortir du Parlement et qui doit dépendre du Parlement. C'est le ministre qui doit rendre des comptes aux parlementaires. Parce que c'est le pouvoir du peuple. Nous avons parlé pour l'ancienne Constitution, l'article 7 et l'article 8, qui a été utilisé à tort et à travers. Mais pour le principe, la seule émanence du pouvoir, c'est le peuple. Et le peuple exprime son pouvoir à travers ses institutions. Législatives et notamment. Ces institutions, c'est les institutions élues, madame. Donc c'est aux parlementaires d'être à la hauteur du Parlement. Mais aussi, un Parlement qui ne se saisit pas, qui n'est pas à l'écoute de la société, qui n'est pas à l'écoute de ce que vit la société. Des débats importants au sein de la société. Tout à l'heure, j'ai parlé de la peine de mort, des violences contre les enfants, des violences contre les femmes et des violences contre les hommes et de toute forme de violence, de la violence verbale. Oui. De la moralisation de la vie publique, de la moralisation de la vie politique. Donc, il appartient à ce Parlement de demain d'être le premier jalon pour l'Algérie de demain. Une Algérie moderne, que j'espère. Monsieur Mostafa Haddam, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir apporté tous ces éclairages ce soir. C'est moi qui vous remercie, madame. Et merci à vous d'avoir été parmi nous. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et vous dis donc rendez-vous jeudi prochain. Bonne soirée, au revoir.